Ceci est un non-début de présentation, donc je vais improviser sur ce que je vais pas dire pendant la presse pendant 2-3 minutes, mais c'est record, et ça sera sur YouTube, et pas de photos s'il te plaît. Que dire, à part que je vais pas parler de la fibre, même si le titre, il y a la fibre dedans, parce que on voit assez peu finalement on voit assez peu la fibre quand on fait des traces routes. On peut l'observer de manière indirecte, j'en parlerai peut-être en fin de talk, mais on la voit assez peu la fibre quand on fait des traces routes et quand on examine un peu l'internet. Ce dont je vais parler, c'est surtout des sujets pour les gens qui aiment bien la réseautique et qui sont un peu pentesters, un peu bricoleurs. Mais dans la globalité, ça va surtout servir pour les gens qui font du réseau. Voilà. J'essaie de meubler encore quelques minutes le temps que tout le monde redébarque d'en haut éventuellement. Mais que dire d'autre à part que c'est un talk de longue date, dans le sens où ça fait 3-4 ans quand même que je fais des choses vraiment avancées dans le réseau pour essayer de m'améliorer. Je suis toujours aussi nul, hein, mais voilà. Je fais pas tout seul. Je vais essayer, mais comment dire, ça résonne pas et c'est dommage. Que dire d'autre à part que je fais pas ça tout seul. Je fais ça avec des gens qui sont dans cette direction-là, suivez mon regard. Et ils m'ont beaucoup aidé par le passé à créer des logiciels et des scripts pour découvrir des choses sur Internet. Peut-être des middlebox. Nous le saurons bientôt, éventuellement. Cette image vient du jeu vidéo Outer Wild, qui est un magnifique jeu vidéo, un bijou d'art du 8e art du coup. 7e art cinéma, 8e art le jeu vidéo. Ils vont revenir progressivement, c'est bien, je ne savais plus quoi dire. Allez. Cette partie-là du talk n'était absolument pas préparée. On va pouvoir parler de la partie préparée. J'ai tapé sur quelque chose. Préparée. Donc, je vais quand même enchaîner là-dessus. Cette image vient du jeu vidéo Outer Wild, qui est un magnifique jeu vidéo d'énigmes, où le but, basiquement, c'est de trouver un trou noir. Et le concept des trous noirs, pour ceux qui ont dormi pendant les cours de physique, c'est qu'on ne peut pas l'observer parce qu'il aspire la lumière. Il est donc invisible. Comme pas mal de middlebox qui sont par nature relativement invisibles sur le réseau. Donc on va parler de ce qu'on ne peut pas observer directement et qu'il faut arriver avec des techniques un peu de sioux, des techniques un peu de magicien pour arriver à trouver. Donc, très rapidement, si ça veut bien marcher, voilà. Qui je suis, le traditionnel slide, peut-être un peu moins traditionnel, mais traditionnel quand même. Je m'appelle Darkosion, c'est mon pseudo. Je bosse dans une boîte de taille intermédiaire, dirais-je, dans la cybersécurité, mais aussi dans l'industrie, et on s'en fout globalement, mais c'est sympa quand même. Je fais beaucoup d'OSINT, je viens du monde d'OSINT.fr, parce que voilà, c'est des potes à moi, on s'amuse bien, voilà. C'est mouillé ici. J'adore énormément le réseau. C'est un truc assez magique pour moi, j'aime beaucoup ça. Par contre, je sais absolument pas en faire. Si vous me parlez de BGP, je struggle comme un débile. L'OSPF, j'ai eu un partiel avec l'OSPF dedans, j'ai eu 0. Voilà. Donc vraiment, le réseau, c'est pas mon truc. Fabriquer des systèmes de routage en anneaux, des trucs en étoiles, nul, 0. Par contre, j'aime bien observer le réseau. Et pour ça, je fais énormément de traces routes, comme on peut le voir à cette magnifique image de ma tête quand j'en fais. Voilà. Je sais pas si on voit bien d'ailleurs, elle est un peu trop. Ouais, les yeux brillent un peu trop. Ouais. Bon, tant pis. Donc, je fais beaucoup de traces routes. Je vais faire un rappel rapide sur le trace route parce que c'est important pour le cadre de Stall. Donc, désolé pour les gens qui connaissent très bien le réseau, vous allez réapprendre le trace route et ça va être chiant. Un trace route, c'est basé sur des paquets IP. C'est-à-dire qu'on fait pas de trace route TCP, pas de trace route UDP, on fait des traces routes IP et ensuite on met ce qu'on veut au-dessus. C'est comme un kebab, on a toujours le pain, on met ce qu'on veut dedans. Voilà. L'IP est le pain du kebab qui est le trace route. Ok ? Je vous assure que je sais où je vais. Restez. Revenez. Donc, l'idée, c'est que le plus important là-dedans, la sauce finalement de ce trace route, c'est le TTL, Time to Live. C'est une valeur numérique qui est présente dans le paquet, qui peut être parfaitement arbitraire, mais généralement, on va la mettre à 0 et en fait, on va la mettre à 0, pardon, on va la mettre à une valeur arbitraire, mais chaque équipement sur le réseau qui voit passer le paquet et qui décide qu'il fait partie de ce qu'on appelle les transitaires, va le décrémenter. Et quand elle arrive à 0, ce qui peut arriver, au lieu d'être routé jusqu'à sa destination, celui qui est arrivé à 0
eh ben, il dit, bon, bah, je vais pas router ton paquet à l'infini, tu me rends fou, je vais te renvoyer un message qui s'appelle le XMP time exceed return. Donc, voilà. Au lieu de renvoyer le paquet, ça renvoie un message à celui qui a mis le paquet en mode, bah, ton paquet, il est trop vieux, donc il meurt, et puis toi, tu prends ça, voilà. Pourquoi ça existe? Ça n'a absolument rien à voir avec les logiques de debug qu'on utilise sur le Traceroute. L'idée originelle de pourquoi est-ce qu'on a créé le TTL, c'était que sinon les paquets avaient une durée de vie infinie. Et donc si on arrivait à bricoler des paquets qui avaient aucune destination réelle, ils pouvaient être routés sur Internet à l'infini et ça faisait de la congestion du réseau, c'était le bordel, c'était pas possible. Donc le TTL n'existe pas pour le Traceroute, mais il est quand même très pratique pour le Traceroute parce que ça permet littéralement, quand vous commencez avec du coup un TTL à 0, de commencer à 0, puis faire 1, puis faire 2, et à la fin, vous obtenez ça, puisque littéralement, vous avez votre premier équipement qui apparaît, puis le deuxième, puis le troisième, etc. Du coup, dernier slide avant qu'on entre dans le vif du sujet, le réseau. Le réseau. Le réseau. Le réseau, c'est extrêmement complexe, puisque Internet vient du terme inter-network, connexion entre différents réseaux. Mais tout le monde n'est pas égal sur Internet, c'est-à-dire que certaines entreprises et certaines structures font des choses différentes sur le réseau que d'autres. Il y en a, elles font des câbles sous-marins, et il y en a, elles servent de connexion entre ma box et celle de ma grand-mère. Donc ça peut être très différent. Et donc on retrouve 3 types d'acteurs basiquement. Je suis allé trop vite, c'est nul. Voilà, on retrouve 3 types d'acteurs. Les tiers 1, ceux qui s'occupent des câbles sous-marins, de connecter le monde entier. Les tiers 2 qui sont généralement des compagnies de taille intermédiaire et des entreprises qui ont besoin quand même d'Internet et qui décident de chauffer un peu là-dessus, genre la SNCF, Total, la plupart des entreprises du CAC 40, etc. Et les tiers 3 qui sont des petits opérateurs qui généralement sont soit associatifs, soit des opérateurs d'entreprises de taille assez petite. Voilà. Et généralement, on les distingue d'une façon très simple. Les tiers 1 tiennent l'Internet. Les tiers 2 ont à la fois des connexions avec n'importe qui et se raccordent au tiers 1. Et les tiers 3, ils font qu'envoyer du trafic vers Internet, mais ils servent pas un petit peu à agrandir l'Internet, si je puis dire. Voilà pour cette définition qui a probablement fait hurler la plupart des personnes qui sont des anciens du réseau, y compris ceux qui écouteront cette vidéo. Je pense que s'il y avait des pouces rouges sur YouTube, j'en aurais plein. Mais heureusement, YouTube a interdit les pouces rouges. Heureusement pour moi, pas pour YouTube. Donc, qu'est-ce qu'une middle box? Le vif du sujet finalement. C'est un équipement intermédiaire du réseau qui va manipuler vos paquets. Donc tout ce qui décrémente le TTL peut être une middle box, sauf que généralement ça fait pas juste décrémenter le paquet et le faire transiter, ça manipule le paquet, ça fait n'importe quoi avec et c'est pour ça que c'est intéressant. Ça peut être un peu n'importe quoi. Les load balancers sont considérés comme des middle box, les firewalls peuvent être considérés comme des middle box. Tout ce qui manipule de manière anormal, c'est-à-dire qui ne fait pas juste transiter les paquets et décrémenter le TTL et qui fait quelque chose dessus, ça peut être considéré comme une middle box. Vous allez me dire, ok, c'est une définition très large, mais généralement tout ce que je vous ai décrit là, c'est des trucs qu'on retrouve chez les gens qui font démarrer le réseau, genre les ISP, les fournisseurs d'accès à Internet. Ils ont le routeur de votre box qui vous donne accès juste à Internet et si vous commencez à faire des trucs bizarres avec, ils vous jettent. C'est généralement les gens qui tiennent les sites web. Donc ils mettent un firewall parce que sinon ils se font défoncer par tout Internet et c'est malheureux pour eux mais c'est une réalité. Mais généralement les grands opérateurs, ceux qui font que transiter du trafic, ils n'ont pas de middle box en général. Ou pas. Parce que depuis qu'on a tenté de mettre en place TLS 1.3, on s'est heurté à un tas de middle box qui ont fait un truc très chelou qui a posé beaucoup de problèmes lorsqu'on a voulu augmenter le niveau de sécurité cryptographique. TLS 1.3, du coup, il y a une version de protocole. Et ils ont voulu mettre, littéralement, incrémenter la version de protocole dans les paquets TLS. Et bizarrement, tout le trafic était droppé tout le temps. Donc, ils ont découvert que la plupart des middle box faisaient de la restriction de trafic sur le modèle TLS pour plein de raisons et qu'elles étaient mal codées. Et du coup, ils ont dû faire un trick un peu terrible qui est de garder le bon numéro de version, TLS 1.2, tout en mettant dans le paquet TLS ailleurs le vrai numéro de version. Voilà, on est dans ce genre de satanerie, mais malheureusement, c'est ce qu'il faut pour faire marcher Internet. Mais là, du coup, c'est le cas maintenant dans la plupart des middle box qui sont sur Internet. Oui, toujours. Les gens qui ont fait les middle box, sont probablement à la retraite pour pas mal d'équipements. Et donc, du coup, ils vont pas aller mettre le code, mettre à jour les codes des firmwares pour le plaisir. Je pense que la conférence d'avant vous a montré à quel point c'était chiant de toucher à des firmwares, à des FPGA et des trucs qui sont faits pour acheminer des choses très rapidement, mais pas pour être très bien codé au terme d'accessibilité pour les gens qui développent. Donc, ouais, je pense que c'est malheureusement foutu. C'est un phénomène qui s'appelle l'ossification de l'Internet, si vous voulez aller plus loin dans ce domaine-là, terme francophone et anglophone aussi. Donc, ouais, de toute façon,
Vous n'avez pas besoin de prendre la conférence en photo parce que je vous fournirai le PDF après. Il sera pour le moment diffusé par toi. Et il y a même les références, tout ce que j'ai utilisé pour écrire ces slides qui sont au dernier slide. Donc vraiment, vous embêtez pas à prendre des photos, vous aurez tout sur Internet après. devconparis.org, le site web. Merci. devconparis.org pour ceux qui sont sur YouTube et qui n'ont pas entendu cet homme magnifique dans la salle. Du coup, on a à peu près une définition claire de ce que c'est qu'une middle box. Donc, je vais vous en montrer une de manière un peu graphique pour que quand même vous voyez ce que c'est. Ça, c'est Google. Vous voulez accéder au site web de Google. Il y a du load balancing devant. J'ai 3 protocoles, UDP, ICMP, TCP. On voit très clairement que déjà vous avez mon IP, donc c'est génial, je pourrais me faire défoncer après la conf, pitié, me tuez pas. Et ensuite, vous voyez très bien que c'est routé différemment en fonction de où est-ce que vous décidez d'aller, parce que Google a des protocoles d'optimisation, on va dire. Google a des méthodes d'optimisation. Donc c'est du load balancing, il y a normalement pas de mystère là-dessus. Bon, alors, en réalité, Google, si on y arrive, et peut-être que je le montrerai plus tard, mais si on y arrive, on peut aller beaucoup plus loin que juste ça parce qu'en réalité, il masque 2000 middle box là-dedans. Mais dans les faits, on voit déjà un petit load balancer. C'est déjà bien. Un plus marrant, c'est le Great Firewall. Le Great Firewall, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ce qui sépare la Chine du reste de l'Internet. Et c'est pas compliqué. Ça, c'est une erreur de mon programme que j'ai corrigé récemment, mais donc du coup, on le voit encore dans ce screen. Tout le reste, vous voyez très clairement que tout le monde vous voyez très clairement que tout le monde passe par China Mobile International Limited. Voilà, j'arrive plus à le lire. Donc c'est l'opérateur qui sert à la Chine à laisser passer tout le monde vers l'extérieur. C'est pas le seul que vous observez si vous décidez de vraiment être sioux, c'est d'essayer de voir par tous les endroits où vous pouvez arriver en Chine. Si vous essayez depuis la Mongolie ou depuis la Russie, vous pouvez voir des choses sympas. Mais globalement, vous allez systématiquement passer par là. Et on ne sait pas où se situe vraiment le Great Firewall. Mais en tout cas, il y a un goulot d'étranglement ici et un deuxième là. Donc voilà. Je ne vais pas rentrer dans des assertions où je suis sûr de choses que je ne sais pas, mais il existe, on le constate, on sait que le trafic est bloqué. Il y a un goulot d'étranglement. C'est peut-être pas là par hasard. Un petit dernier marrant. Pakistan Telecom avec probablement du Deep Packet Inspection. On est un peu plus dans l'expectative, mais il y a un truc que je remarque de manière assez marrante, c'est que systématiquement, quand on fait de l'UDP ou du TCP et qu'on veut accéder à la plupart des sites, soit gouvernementaux, soit grand public du Pakistan, on a une petite redirection vers des opérateurs un peu improbables, dont parfois j'arrive même pas à retrouver ne serait-ce que les sites internet, qui littéralement sont soit Pakistan Telecom Company Limited, Pakistan Access Limited Company, des noms très chelous. Et quand on sait qu'ils ont acheté pas mal d'équipements de DPI par le passé et qu'ils ont littéralement qu'une seule fibre qui arrive pour tout le pays, on a pas mal de choses, qu'un seul lien fibre maritime, je veux dire, qui arrive pour tout le pays. On a pas mal de choses qui sont intéressantes. Plutôt qu'un seul port avec plein de liens fibres. Désolé, j'ai du mal un peu, mais vous voyez l'idée. Donc voilà un petit peu pour les classical middle box. Elles s'observent. Déjà, c'est pas des trous noirs, on est bien. Ça, c'est des trucs qu'on peut observer, c'est tranquille. Pour les détecter, il y a quand même une chose à savoir, c'est que quand vous prenez une route sur Internet, la route elle est jamais constante. Vous pouvez passer par plein d'endroits différents au fur et à mesure du temps. Donc une technique assez classique qui a été inventée en France, à Paris par le Lipsis pour être précis, c'est ce qui s'appelle le Paris Strasse Route. La vie est bien faite. Et le principe très simple de ce truc-là, c'est de dire je vais jouer sur les variations de header de mes paquets de traceroute, donc les paquets IP, hein, souvenez-vous, pas le TCP, pas l'UDP, l'IP. Et en jouant sur les variations de header, alors oui aussi, pardon, l'UDP et l'ICMP header, en jouant sur les headers UDP et ICMP, excusez-moi, on va s'amuser à pouvoir prendre plein de routes différentes en envoyant max de paquets, et en fait on va découvrir toutes les routes vers un endroit donné, enfin d'un endroit donné vers un autre endroit donné, parce que les systèmes transitaires sont conçus pour essayer d'équilibrer le trafic entre toutes les routes possibles et éviter qu'il y ait ce qu'on appelle la congestion d'une route par rapport à une autre. Donc l'idée c'est de faire en sorte de répartir les gens intelligemment sur le réseau, et en jouant avec ça on peut arriver à prendre toutes les routes correctement. Donc ça c'est pour on va dire la théorie. Maintenant, on peut commencer à observer des choses marrantes en utilisant des tricks chelous. Par exemple, il existe un petit paramètre dans Traceroute qui s'appelle le "-e", qui vous permet de dire littéralement à tous les routeurs qui vont vous renvoyer des paquets ICMP, eh ben, envoie-moi le label ICMP que tu as cité à MPLS. Et donc le résultat, là j'ai pris l'exemple avec, c'était Bouygues ça je crois, ouais c'est Bouygues. J'ai pris l'exemple avec Bouygues, pour une fois j'ai effacé mon IP d'ailleurs.
là vous avez très clairement tous les labels MPLS de Bouygues qui apparaissent sur le réseau. Alors en IPv6 c'est encore plus fun, mais c'est une galère à configurer l'IPv6, donc voilà, malheureusement on n'est pas encore là. Mais déjà en IPv4, vous avez littéralement les labels uniques de chaque partie de votre réseau. Et quand vous êtes pentester ou surtout red teamer, quand vous rentrez dans une entreprise et que vous vous connectez en Ethernet à quelque part, ça peut être très sympa de savoir où est-ce que vous êtes dans le réseau local et quand est-ce que vous commencez à débarquer dans le reste de l'entreprise, surtout si elle est mondiale. Donc là, on peut commencer à faire des trucs marrants. C'est vraiment une astuce simple, mais on peut commencer à faire des trucs marrants avec. Je vous ai parlé d'IPv6 juste avant, c'était un teasing, parce qu'en IPv6, c'est encore plus drôle. En IPv6, quand par exemple vous allez taper le DNS de Google, vous voyez, on a le 11 et le 12 qui sont en petits pointillés. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand je mets un TTL à 10, j'ai une IP qui me répond. Quand je mets un TTL à 11 et à 12, j'ai rien qui me répond. Par contre, quand je mets un TTL à 13, j'ai DNS.google qui me répond. Ça veut dire que là, il y a un et deux équipements qui ont dit, bah moi, je te renvoie pas de paquet ICMP. Ou, par exemple, un firewall qui dit, j'ai pas envie de laisser passer le paquet ICMP dans l'autre sens, donc non. Et ben si on passe en IPv6, le 11 et le 12, ils apparaissent. Enfin, ici on voit une petite étoile. Ça veut dire que la première fois, il n'y a rien qui est apparu, mais les deux autres fois où il y a un traceroute qui a été émis, il y a quelque chose qui est apparu. Par contre, le 10 a disparu. Donc, en faisant varier les protocoles, on peut voir des choses marrantes. Ça, c'est le propos intéressant avec IPv6. Au demeurant, c'est quand même une galère à configurer. Voilà. Et enfin, je vous ai expliqué en avance le concept d'utiliser le TTL pour observer des équipements. Là, par exemple, j'ai fait un petit traceroute vers Google SCC. Vous avez très clairement visuellement ce qui est invisible. Donc là, on commence à voir des trous noirs. On ne sait pas ce que c'est. C'est probablement juste des routeurs qui refusent de nous renvoyer des paquets SMP. Mais il y a des choses qui ne nous renvoient rien. Et en plus de ça, il y en a certains qui choisissent même arbitrairement de changer le TTL et ensuite de refuser de renvoyer un paquet SMP. C'est-à-dire que là, en orange, du coup, c'est censé être du gris. Donc les gens sur la vidéo verront du gris. Donc, en orange pour nous et en gris pour ceux qui sont sur la vidéo. On voit l'ICMP qui prend un TTL à 0, TTL à 1, TTL à 2, TTL à 3 et TTL à 4. Et on voit le TCP et le DP qui prend TTL à 1, TTL à 2, je reçois rien, et TTL à 3, brusquement, je reçois quelque chose. Donc ça veut dire qu'il y a deux transitaires qui choisissent de décrémenter arbitrairement les protocoles UDP et TCP et pas ICMP. Pourquoi? On ne sait pas, mais c'est intéressant. Donc le TTL, votre meilleur ami, voilà. Et si on rentre dans ce qui est un peu moins classique, eh ben, on a tout ce qui commence à regarder de près dedans pour diverses raisons. Parfois, ce sont des raisons étatiques, parfois c'est des raisons de censure. Alors, ça peut être étatique ou non étatique, la censure. Par exemple, si vous êtes dans une entreprise, vous avez tous connu la censure des sites de téléchargement. Vous avez le firewall, tout ce qui vous protège ou qui interdit le DDoS. Vous commencez à faire des paquets un peu bizarres, bah, il vous bloque et il a raison. Voilà. Et vous avez un truc que j'adore, ce sont les optimisateurs BGP. Alors c'est souvent utilisé pour de l'anti-DDoS. Par exemple, Orange a créé et présente depuis plusieurs années une offre qui permet littéralement de se prémunir du DDoS en reroutant le trafic entre différents AS et en décidant arbitrairement qu'un AS va pas pouvoir router des choses quand il a une énorme congestion. Enfin bon, voilà. Je vais pas rentrer dans les détails de ce qu'ils font parce que c'est bien trop compliqué pour moi et je vous ai dit je suis nul en réseau. Mais ils font des trucs là-dedans et c'est intéressant. Néanmoins, ça veut dire aussi qu'ils décident de router le trafic arbitrairement selon d'autres règles que celle de éviter la congestion de réseau et envoyer les paquets vers là où ils doivent aller le plus simplement possible. Il y en a beaucoup d'autres. Je ne vais pas rentrer dans les détails durant la partie filmée et enregistrée de la présentation, mais il y en a beaucoup d'autres. Et c'est assez marrant à observer. Je vais malheureusement pas vous les montrer non plus parce que d'une part, elles sont pas observables et on peut pas toujours déterminer ce qu'elles font, même si beaucoup, notamment celles-ci, comme vous vous en doutez, sont faciles à catégoriser. Un certain nombre sont les raisons pour lesquelles on a des coupures réseau, au sens où quand vous avez une coupure BGP entre un opérateur et un autre, souvent il y a un BGP optimisateur qui se cache quelque part ou quelque chose dans ce style. C'est un peu terrible, mais c'est une réalité. Une réalité que des gens bien plus intelligents que moi en réseau m'ont souvent expliqué malheureusement. Et je vais directement rentrer sur les méthodes qui vous permettraient d'en trouver si vous estimez que c'est intéressant pour vous. Avec un petit disclaimer toutefois, si vous décidez de faire ça dans un réseau d'entreprise ou dans un inter-réseau d'entreprise, faites-vous plaisir. Si vous commencez à le faire sur Internet, réfléchissez quand même 2-3 fois avant de le faire. C'est bête de couper Internet. Parce que ça peut arriver du coup, logiquement. Pour en trouver, il y a énormément de méthodes et des méthodes relativement simples parfois. Par exemple, le fuzzing.
vous décidez de fabriquer des paquets un petit peu bizarres, par exemple connexion Kerberos ou paquet SSH, et vous utilisez la merveilleuse fonction fusing de Scapy, merveilleuse librairie utilisée par tous ceux qui aiment bien forger des paquets. Et des fois, vous commencez à voir des choses bizarres, des paquets qui ne sont pas acheminés vers leur destination, des paquets où le TTL vous jouez avec, et puis voilà. Quand vous êtes face à des équipements que vous soupçonnez de faire de la censure, bah, vous jouez avec des listes de domaines, avec des SNI, et là, vous constatez que la moitié de vos sites d'entertainment sont bloqués. Et d'où vous dites, bon, bah, c'est probablement de la censure mal faite, mais de la censure quand même. De manière vraiment beaucoup plus indirecte, et c'est beaucoup plus intéressant à voir. Si vous décidez par exemple de faire masse de connexions SSH vers des destinations et quand même de mettre des TTL très bas pour voir ce qui se passe avec une partie du réseau que vous essayez de déterminer qui vous intéresse, bizarrement les paquets ils peuvent quand même mettre du temps à répondre, beaucoup plus de temps que si c'était normal. Et donc vous pouvez vous dire mais pourquoi mes paquets ils mettent plusieurs minutes à retourner alors que normalement c'est censé être de l'ordre d'en dessous d'une seconde, alors que l'équipement en question il est censé faire que du routage. Vous voyez l'idée? Et un truc un peu plus marrant, c'est vous avez une source, vous avez une destination, vous écoutez avec du Wireshark des deux côtés, et vous constatez que les streams sont pas les mêmes des deux côtés. Là, ça peut être un peu plus marrant. Et enfin, pour finir, pour aller encore plus loin dans la possibilité, des trucs que j'ai fait que de temps en temps et que j'ai trouvé très amusant, c'est d'aller regarder dans des protocoles vraiment bizarres, Counter-Strike, les torrents, des protocoles style Tor et Freenet, des trucs un petit peu, des très vieux protocoles, genre protocole Gopher, tout ça. On peut voir des choses très marrantes sur Internet quand on commence à jouer comme ça. Des choses pas forcément explicables, il y a beaucoup de mystères, mais il y a beaucoup de choses intéressantes. Il faut pas virer théorie du complot parce que l'idée, c'est comme les chercheurs, quand on dit qu'on ne sait pas quelque chose, il faut absolument s'arrêter et pas essayer de combler le vide avec son imagination, même si c'est très très tentant. Il faut aller dans des assertions et dire on suppose que il peut s'agir en vue de sa réaction qu'il s'agit d'un système de censure ou d'un système d'optimisation qui cherche à refragmenter les paquets fragmentés, etc. Donc d'ailleurs j'ai oublié de parler des paquets fragmentés. Les IP fragmentés c'est un délice parce que souvent les systèmes d'optimisation vont essayer de les réassembler et du coup ça se passe pas puisque vous avez envoyé qu'un seul paquet fragmenté et pas le reste. Voilà. Et du coup bizarrement il arrive jamais à sa destination et vous n'avez pas non plus de retour ICMP alors que vous devriez en avoir un. Pourquoi les chercher? Parce que quand même, j'ai parlé de ça pendant un certain temps, mais vous ne voyez pas forcément le but, à part pour la partie MPLS. Ça permet de découvrir des équipements sur le réseau, et notamment au niveau des destinations. Je vous ai parlé de load balancer, d'ALG, je vous ai parlé de firewall. Ça peut être très sympa d'aller un peu plus loin qu'eux et de savoir ce qu'il y a juste derrière, mais pas forcément sur le frontal du site web. Savoir ce qui route à l'intérieur de l'entreprise, ce qu'il y a dans la DMZ, par exemple. Ça permet de comprendre comment le réseau fonctionne réellement. Ce que font réellement les transitaires quand ils routent votre trafic, s'ils font des choses bizarres ou pas. Ça permet de comprendre les policiers, et ça je l'ai mis en italique pour une raison. Je vais devoir citer un type un peu politique, mais c'est nécessaire, je vous assure, qui s'appelle Benjamin Bayard. Certains d'entre vous le connaissent peut-être. C'est un très ancien du réseau qui est, on va dire, politique maintenant. Et qui disait qu'à partir du moment où vous êtes dans la réseautique, vous êtes dans le réseau et vous cessez de juste acheminer des paquets vers leur destination et de vous concentrer sur les problématiques techniques pour assurer que le réseau route correctement, vous cessez de faire du réseau et vous commencez à faire de la politique. Quand vous commencez à faire de la quality of service, quand vous commencez à privilégier un protocole par rapport à un autre, quand vous commencez à dire, écoutez, je vais plutôt privilégier tels utilisateurs par rapport à tels autres utilisateurs, vous ne faites plus du réseau, vous faites de la politique d'entreprise, de la politique de gestion d'Internet, mais plus du réseau. Et donc, du coup, ça permet de comprendre ces politiques, celles de censure, celles d'optimisation, celles de sécurité principalement. Après, on peut avoir d'autres choses un peu plus succes, mais c'est les trois principales qu'on peut observer comme ça. Et au demeurant, elles sont assez intéressantes pour comprendre comment les entreprises fonctionnent parfois. J'ai mis for fun et j'ai... Ça peut être le coût du peering, tout à fait. J'en ai pas forcément parlé parce que je l'ai moins observé, mais ça peut être le coût de peering, donc le coût qu'une entreprise paye pour qu'une autre entreprise accepte de router son trafic parfois. Quand le peering est pas, quand c'est pas un inter-peering, et du coup le peering est gratuit pour les deux, bien sûr. J'ai barré le profit dans le précédent slide et je viens de faire 3 allers-retours. J'ai barré le profit parce que effectivement c'est de la connaissance, c'est pas forcément de l'argent, mais pour le profit, savoir ce qui va vous repérer en fonction du type d'équipement que vous avez et de ce que vous savez qu'il manipule, ça peut être assez utile en pentest et ainsi qu'en red team. Savoir quels sont les équipements qui se planquent et comment les retrouver, pareil.
et comprendre les politiques de sécurité quand on est dans le réseau et qu'on arrive dans une nouvelle entreprise et qu'on doit travailler sur le réseau et qu'on ne sait pas quels équipements ont été installés au fin fond du Guatemala, sur l'annexe je ne sais combien de l'entreprise, c'est aussi vachement utile. Voilà. Je crois que j'ai fini. Très rapidement, les références. Vous voyez, il n'y en a pas beaucoup. C'est principalement Bart Meyer, notre maître à tous dans la réseautique. Vous voyez, il y a quand même le man du Traceroute. On dirait pas comme ça, mais je vous assure que la page man de Traceroute, c'est une mine d'or. De toute façon, tous vos profs à la fac vous ont dit toujours lisez le man, lisez le man. Bah, je le dis aussi, lisez le man, c'est un bijou celui-là. Il y en a, ils sont chiants, c'est à mourir, voilà. Mais celui-ci, c'est comme ça que j'ai découvert le -E, par exemple, que je suis sûr plein de gens connaissent ici, mais que je connaissais pas et qui a fait, mais wow, on peut voir des nouvelles choses avec Traceroute, c'est incroyable. Voilà. Et enfin, un dernier exemple de ceux qui choisissent, contrairement à moi, d'aller beaucoup plus loin avec les middlebox. Le waypioneering de middlebox, c'est un article de recherche que j'ai trouvé qui est un bon exemple de ce qu'il faut à la fois pas faire et les problèmes des middlebox. Basiquement, ce sont des gens qui ont trouvé que les middlebox, quand elles font de la censure, elles peuvent renvoyer une page de censure en mode on vous interdit d'aller sur des sites d'entertainment. Okay, eh ben, elles peuvent décider quand une session vous envoie qu'un bout de paquet parce qu'elles peuvent pas refragmenter les sessions et puis ensuite bloquer le trafic puisque bah du coup il faut laisser passer certains paquets. Elles peuvent décider de dire arbitrairement bah je vais te renvoyer une page de blocage quoi qu'il arrive, y compris si tu es en dehors de mon réseau et si en réalité tu m'as envoyé ce paquet là et j'ai pas de vraie session avec toi. Résultat des courses, vous pouvez envoyer à 25 000 middlebox dans le monde, parce qu'il y en a quand même beaucoup, qui font de la censure des paquets accédant à des sites censurés avec une IP spoofée, donc pas votre IP, l'IP de quelqu'un d'autre, genre le prof que vous aimiez pas à la fac, voilà. Et faire en sorte de défoncer sa box parce que bah voilà, il s'est fait prendre 2 millions de pages HTML de blocage de censure par toutes les middlebox de l'internet. Donc il y a du reflected DDoS partout dans les middlebox. C'est l'une des raisons pour lesquelles elles sont terribles, l'autre étant bien sûr qu'elles ossifient internet. Et voilà, j'ai mis une blague là, je la trouve nulle maintenant que je l'ai mis, mais bon, vous l'avez. Est-ce que vous avez des questions ?